Alors on va parler d'open banking et de l'immobilier. C'est quand même super comme sujet. Je vais vous dire pourquoi moi je trouve ça super. Et puis on verra ce qu'on a à se raconter. Hein. Petite intro peut-être. L'open banking, ça parle à tout le monde ou pas? À qui ça parle? Quelques-uns. Bon, ceci dit, vous n'avez pas obligation de savoir ce que c'est que l'open banking pour parler d'immobilier. Et c'est un peu le sujet aujourd'hui. C'est que l'open banking, ça sert l'immobilier. Enfin, potentiellement, on va voir en quoi. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Pas l'open banking en tant qu'open banking, open finance en tant qu'open finance. Bon, juste pour tout le monde, l'open banking, c'est né, enfin c'est un concept marketing plutôt qu'autre chose, qui est né il y a une quinzaine d'années, beaucoup aux US, pour tirer parti de l'usage des données personnelles financières des individus. Et grosso modo, aux US, ça n'a pas beaucoup plus bougé que ça en termes réglementaires. En termes réglementaires, ici en Europe, ça s'est beaucoup développé dans les années 2000, je dirais entre 2014 et 2018-2019, au moment où la PSD2 a été imposée en Europe. Et là, il y a eu une explosion de tiers qui faisaient de l'open banking. Je parle chinois à 70% des gens dans la salle, donc je ne vais pas parler trop longtemps. Et en fait, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe depuis à peu près 2 ans. Il y a 2 ans, au-delà de la PSD2, qui a été mise en place en 2019 et qui régule l'accès aux comptes courants des uns et des autres, ce qui a été mis en place, c'est une stratégie de la finance digitale en Europe. Ça, c'est la Commission européenne qui a lancé cette stratégie. C'est comment utiliser les technologies, les assets, l'euro digital, etc., dans un monde qui a quand même beaucoup évolué. Et là-dedans, on retrouve une partie d'open banking, mais qui est encapsulée dans un domaine beaucoup plus large, qui est l'open finance. Donc la capacité pour des acteurs, en général régulés, d'utiliser les données financières des citoyens, qu'ils soient personnes morales ou personnes physiques, dans des buts à définir, dans des cas business à définir. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'avec Finance Innovation, on a pensé à ça il y a 2-3 ans, et on l'a mis en place l'année dernière. On a créé un groupe de travail sur l'open finance, pas tellement pour parler d'open finance, mais pour parler des cas business qui intéressent, avec des bénéfices mesurables et quantifiables pour les individus et les entreprises. D'ailleurs, si ça intéresse des gens de venir contribuer, on va lancer une deuxième année sur le sujet, parce que figurez-vous qu'une approche qui s'intéresse non pas à la banque et à la finance sous forme d'open banking ou d'open finance, mais à Madame Michu et aux établissements Durand et compagnie, c'est un peu nouveau. C'est un peu la volonté de la Commission et une volonté politique d'agir comme ça, mais on a compris avec Cyril notamment avoir une vision de l'écosystème français de Finance Innovation et que peut représenter le pôle Finance Innovation, c'était assez décalé par rapport à tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Et ça, je vous parle, c'était l'année dernière. Cette année va être fantastique en 2023 parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver. Il y a eu beaucoup de discussions autour des stablecoins basés sur la monnaie, pas monnaie, etc. Il y a l'euro digital qui va arriver. Il y a les professionnels du paiement qui se sont réunis pour mettre des schemes au-dessus du réglementaire, notamment de PSD2. Voilà, je ne vais pas en dire trop long, mais moi d'abord, je remercie Pierre Papier et Finance Innovation de nous donner l'opportunité de causer de l'open banking au service des entreprises et des individus, et pas que de l'open banking. Et pour ça, on a 3 représentants de l'écosystème, on va dire, Ricardo de Kilt, Christophe de Clover et François de Ponto, que je vais tout de suite laisser, à qui je vais donner la parole pour que vous disiez quelques mots sur ce que vous faites. Merci. Je ne me suis pas présenté d'ailleurs au passage. Alors je dis quelques mots comme ça, après je parle moins. Je m'appelle Bruno Cambounet, je suis patron de la recherche chez Sopra Banking. J'ai aussi le privilège d'avoir un mandat électif au sein du Berlin Group, qui est le standard le plus répandu en Europe sur les sujets d'open finance, où en fait je m'intéresse à la demande du marché. Quelle surprise!
Voilà. Et puis avec Finance Innovation, on fait plein de trucs. Enfin voilà, je ne vais pas beaucoup parler de moi, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Ricardo? Bonjour à tous, je m'appelle Ricardo, je suis le fondateur et le CEO de Kilt. Kilt, c'est l'étude et l'analyse d'un dossier de financement en quelques minutes. Nous avons des solutions pour les particuliers qui cherchent un crédit immobilier, mais aussi pour les agents immobiliers, pour les professionnels aussi du crédit, comme les banques et les courtiers. Merci. Bonjour à tous et à toutes, je suis Christophe Duprat, je suis le fondateur et CEO de Clover. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui font un peu d'investissement immobilier pour rentrer un petit peu dans le dur? 1 ou 2, 3, 4, 10, 15, quelques-uns quand même. Bon, il s'avère que vous êtes tous hyper bien accompagnés quand il s'agit d'acheter un appart ou une maison quelque part. Pour le gérer aussi, il y a plein de super outils. Et à un moment, il faut faire sa déclaration fiscale. Donc là, je ne sais pas comment vous êtes accompagnés. Si vous ne connaissez pas Clover, vous n'êtes peut-être pas super bien accompagné. Et donc nous, on automatise tout ce qui est comptabilité, déclaration fiscale, asset management sur l'immobilier et conseil patrimonial sur l'immobilier aussi, grâce à l'open banking, entre autres. Bonjour à tous, je suis le dernier, François Gutiérrez, je fais partie du groupe Isabelle et au fond de la solution Ponto. Alors on a parlé d'open banking, et bien là on avait la partie applicative avec mes deux camarades. Moi je suis plutôt sur la partie tuyauterie et structure open banking. Le groupe Isabelle, c'est un consortium de 4 banques belges, les plus grosses que sont ING, BNP, Belfius et KBC. Qui ont créé un réseau interbancaire en Benelux pour échanger des fichiers et transmettre des paiements. On est passé maintenant à l'open banking, c'est un peu ça l'idée. Et le groupe Isabelle qui s'implémente aujourd'hui sur toute l'Europe, donc France, Espagne, Italie, Portugal. Et donc on va accompagner tous nos clients, nos partenaires dans le monde du B2B, puisqu'on est vraiment spécialisé dans le monde du B2B sur ces différents pays. Merci. Donc, ce qu'on vous propose au niveau de cette table ronde, c'est de discuter de cas d'usage et puis de mettre au centre de l'écosystème, non pas les acteurs que nous sommes, mais vraiment les clients finaux, qu'ils soient individuels, encore une fois, ou entreprises. Donc, cette table ronde, on va discuter de façon très ouverte. On va essayer de garder un petit peu de temps pour des questions si vous en avez. Mais l'idée, c'est vraiment de partager avec vous, dans le domaine de l'immobilier, de quel écosystème, de quels acteurs sont en présence et en quoi l'open banking apporte de la valeur ajoutée à cet écosystème. Avec Kilt et Clover, vous avez compris, on est en amont d'achat immobilier, voire d'investissement, un peu en aval sur comment est-ce qu'on gère, et figurez-vous que l'open banking il peut intervenir et peut soutenir tout ça à tous ces niveaux-là. L'open finance encore plus, si on a le temps on en parlera. Et puis, mais sous-jacent, un petit peu comme quand vous branchez votre PC là, sur la prise électrique, vous ne vous posez pas la question comment l'électricité est là 7 jours sur 7, 24 et tous les jours de l'année. Et pourtant, il y a beaucoup de technologies là-bas derrière. L'open finance, l'open banking, c'est un peu ce qu'on fait pour permettre ces cas d'usage. Et on a François pour en parler de tout ce qui éventuellement peut nous intéresser ou qui est particulièrement clé dans cet écosystème. Voilà, alors on commence peut-être par décrire un petit peu les écosystèmes. Je ne sais pas, Ricardo, tu veux commencer? Les écosystèmes, les intervenants, ça va être l'agent immobilier qui va faire visiter un bien, ça va être le courtier généralement qui va aider au financement et le banquier qui va payer. Il y a aussi les promoteurs immobiliers, les architectes, les notaires qui concrétisent un petit peu tout ça. Et nous, notre idée, en fait, c'est de faire accélérer tout ce qu'on peut faire accélérer via la technologie intelligente et de faire passer, par exemple, un dossier de financement de 45 jours à 5 jours. Côté écosystème, sur l'immobilier investissement, on part de l'investisseur, donc de la personne physique, le tonton, soi-même, qui a une ambition d'acheter un appartement. Donc une fois que le dossier de financement est là, et que l'investissement peut se faire, parce que sans financement dans l'immobilier, ça ne sert pas à grand-chose, d'avancer beaucoup plus loin. Là derrière, on a aussi toute une gamme d'opérateurs, d'acteurs, plus ou moins anciens, plus ou moins nouveaux, plus ou moins digitalisés,
Donc ça commence chez le notaire, qui vient d'intégrer la signature électronique. Donc on commence étape par étape. On continue avec les agents immobiliers qui maintenant font des visites virtuelles et des choses qui permettent beaucoup plus de réactivité et de disponibilité aussi de l'information. Et ensuite, on continue avec là aussi des solutions qui, pour le coup, font appel à la donnée comptable. La donnée comptable, elle appartient à qui? Elle appartient aux clients de la banque. Et donc l'open banking, une des définitions, c'est aussi de rendre la propriété des données comptables, des données bancaires des clients des banques à ces personnes-là et qu'elles puissent les partager avec les tiers dont ils ont envie pour bénéficier d'un service. Donc on fait partie de ces services-là. Et ensuite, l'open banking permet la production d'éléments grâce à ces informations. C'est que de la data, finalement, à la fin. Donc on se sert de cette donnée-là. Et tous les tuyaux dont on va parler aussi, qui sont fondamentaux, qui permettent, un, de la récupérer, de la récolter, puis deux, après de la renvoyer. Donc nous concernant, par exemple, c'est aux services fiscaux, au service des impôts, c'est derrière aux garanties, aux assurances locatives, tous ces éléments. Donc, on a autour de nous plein d'acteurs qui commencent à regarder cette information et à chercher à faciliter l'accès à cette information grâce à l'open banking. C'est une très bonne description de Ponto, donc merci. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que l'open banking permet deux choses. Premièrement, de collecter l'information de la part des différents comptes bancaires. Donc toutes les transactions, vous voyez aujourd'hui sur vos relevés de compte, elles sont synchronisées directement pour les comptables, pour les applications, soit pour Kilt, etc. Et il y a une deuxième partie, donc ça c'est ce qu'on appelle l'AIS dans le jargon open banking, et il y a la partie PIS qui est la partie paiement, qui permet d'effectuer des paiements simples, mais également ce qu'on appelle bulk payment, c'est des groupements de paiement quand vous avez plusieurs propriétaires à payer en même temps, ou des agences ou des comptables qui mettent à disposition leur compte. Donc l'open banking en fait va gérer tous ces flux financiers à la fois en synchronisation d'un côté et en paiement de l'autre. Bien entendu, on n'en a pas parlé, mais quelques-uns sont régulés, mais tous, nous sommes régulés. En France, c'est la CPR, en Belgique, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est un règlement européen. Les Britanniques, comme d'habitude, sont un peu à part, puisqu'ils ont une autre réglementation. Et bien entendu, on met à disposition de nos partenaires, de nos clients, la capacité de pouvoir collecter ces informations, de les catégoriser, et ensuite de prendre une décision basée sur ces informations qui vont être oui, on peut prêter, oui, on peut louer, oui, on peut faire autre chose. Donc voilà un peu, je dirais, les propriétés de l'open banking. Oui, alors c'est vrai, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Ce qui se passe, c'est que dans le petit historique que je vous ai brossé rapidement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2008-2009, en Europe, sont apparus des tiers, à l'instar de ce qui se passait aux US, qui allaient récupérer des informations personnelles pour les clients qui l'acceptaient, donc les possesseurs de comptes bancaires, des informations pour pouvoir avoir une vision un peu consolidée de ces différents comptes et pouvoir prendre des décisions d'investissement, de placement ou simplement d'équilibrage de comptes, tout bêtement. La réglementation ici en Europe a été assez drastique pour imposer aux banques d'ouvrir cet accès-là, mais de façon réglementée, c'est-à-dire que les tiers dont on parle, quand on dit qu'ils sont régulés, d'abord ils doivent effectivement assurer la sécurité des comptes. Enfin, c'est grosso modo ce que fait Isabelle, avec Ibanity en particulier en Belgique, et de, comment dirais-je, respecter les droits d'accès, la gestion du consentement de l'utilisateur à partager des données bancaires, etc. etc. Ça marche plus ou moins. Enfin, en Angleterre, ils ont fait pareil. Moi, à l'époque, j'étais en Angleterre, donc j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et ils ont été même un cran plus loin en mettant en place un opérateur pour faire le boulot, enfin le boulot de qualification, de validation et de suivi de ce qui se passait. Ici en Europe, on est un petit peu plus flexible parce que à l'époque, on était 28 pays en Europe, donc 28 pays avec des pratiques qui sont un petit peu différentes entre l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie. Enfin, on gère pas du tout pareil. Je parle pas de la Tchéquie et d'autres pays. On est quand même assez nombreux. Et par contre, ce qui est important, c'était de garantir que des tiers
qui peuvent apporter la valeur ajoutée, comme les Clover ou Kilt, dont on a parlé tout à l'heure, en tirant parti de la donnée client, que d'autres tiers, comme Ponto, viennent comment dirais-je, auxquels Ponto ou d'autres peuvent donner accès moyennant la validation du client final, l'autorisation d'utiliser des données de compte, pour développer de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, en 2023, on est vraiment à la croisée des chemins, c'est-à-dire que on voit, hein, enfin, on va peut-être revenir dessus, hein, vous nous expliquer notamment comment vous couvrez enfin, comment l'open banking, voire l'open finance demain, couvre les business cases dont vous avez parlé. Mais on est à la croisée des chemins parce que on parle plus beaucoup d'agrégation de comptes. Enfin, c'est plus un vrai sujet. Enfin, c'est un sujet, mais c'est presque une banalité d'avoir la capacité sur son mobile d'agréger les 2-3 comptes bancaires qu'on peut avoir dans différentes banques. C'est pas ça qui apporte la valeur ajoutée, mais c'est ce qu'on va en faire. C'est comment est-ce qu'on est plus intelligent pour placer des sous, comment on est plus intelligent pour aller rapidement obtenir un crédit à un bon taux, parce que justement on a donné accès pour donner visibilité sur la façon dont on gère les comptes. C'est tout ça qui est intéressant. Et on n'est qu'au début de l'histoire, c'est pour ça que c'est super excitant. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est un sujet sur lequel je suis intarissable et en plus je suis bavard. Donc je préfère, voilà, si vous pouvez donner en quoi l'open banking aujourd'hui et peut-être l'open finance demain couvre au sujet. L'open banking aujourd'hui, chez nous, ça permet de récupérer la donnée des comptes bancaires, de les exporter, de les travailler. C'est-à-dire ça nous permet de vérifier, par exemple, qu'il y a les salaires qui tombent bien dessus, catégoriser les dépenses et nous de voir comment se comporte le client. Après, bien évidemment, ça fait pas tout. On voit combien il gagne, enfin que l'argent arrive bien, mais on ne connaît pas le détail. On ne sait pas son contrat de travail, l'impôt prélevé à la source. Il y a pas mal de données qui manquent et on a besoin de les recouper avec d'autres éléments qui sont les bulletins de salaire, les avis d'imposition, etc. Nous, ce qu'on fait aussi, quand on catégorise certains mouvements, ça nous permet de ne pas demander des choses aux clients qui sont dues à l'analyse. Par exemple, quand il y a des virements permanents qui partent, au lieu de demander aux clients qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est pas des dépenses ou des dettes, on va recouper avec, par exemple, la lecture qu'on a fait sur les avis d'imposition et on va dire bon, bah, ça j'ai compris, c'est un virement qui va à sa fille, je l'ai vu sur l'avis d'imposition, je sais que c'est sa fille, donc je vais pas demander ces éléments-là. Et après, ça nous permet de faire de la vérification aussi, le solde de début, le solde de fin. S'il y a un trou au milieu, c'est qu'il y a des informations qui ne sont pas comprises. Et donc, c'est des choses qui vont nous mettre en alerte pour pouvoir demander des explications aux clients. Alors, de manière tout aussi pragmatique, nous, l'open banking, elle ne sert pas dans tous les cas. Elle sert uniquement pour les utilisateurs qui ne veulent pas s'embêter à le faire à la main. Et en réalité, on voit que c'est encore une minorité aujourd'hui. Les gens qui font confiance, qui acceptent d'ouvrir cette connexion bancaire. Est-ce que pour vous, dans cette salle, il y en a pour qui encore connecter un compte bancaire à une appli, ça paraît complètement aberrant? C'est tout à fait possible et tout à fait respectable. Ou est-ce que c'est devenu effectivement mainstream, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? C'est un petit peu chaud des fois, non? On ne connaît pas trop le service. Une jeune start-up qui a 3 mois et demi vous propose de récupérer toutes vos informations bancaires, c'est un petit peu engageant. Donc nous, nos clients, ils pensent de la même manière. Ils disent non, je ne les connais pas. Déjà, ils vont faire ma déclaration fiscale. Oulala. Donc, ils renseignent manuellement combien ils ont eu de loyer, quelles sont les charges qu'ils ont pu dépenser, qui sont déductibles. Alors, on les aide à ne pas oublier les charges déductibles. C'est ça qu'ils apprécient, c'est de payer moins d'impôts, bien sûr. Et une fois ensuite qu'on a produit cette déclaration fiscale, qu'on l'a transmise aux services fiscaux, qu'elle est optimisée, qu'on l'a expliquée avec des mots clairs, parce qu'une déclaration fiscale, c'est quand même tout sauf clair. Je ne sais pas pour vous, mais même pour nous, c'est quand même pas clair. Donc on l'a traduit. On devient à ce moment-là un peu le trusted partner de nos clients particuliers. Et là, ils se disent, si l'année prochaine, au lieu de rentrer tous mes loyers, toutes mes charges d'assurance, mes mensualités de crédit, je pouvais le faire tout seul, et en fait, c'est ce qu'ils proposent, et bien là, je vais le faire. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on a une majorité de nos clients qui commencent à connecter un compte. Donc, on a encore du chemin. Je trouve qu'on a une photo intéressante
des capacités aujourd'hui avec 2 use cases ici qui permettent d'automatiser l'octroi de crédit, la décision, la complétude et la déclaration fiscale, qui est un exemple super précis et peut-être un peu abscon pour certains. Mais la vidéo de ce qui se passe va vraiment faciliter les choses. Et nous, on s'inscrit dans cette vidéo, dans cette dynamique, où effectivement aujourd'hui, ça reste un frein majeur. Hein. On n'a que 25% de nos utilisateurs qui connectent leur compte. Vous voyez ? Mais dans un an, on espère que la majorité de ceux qui ne l'ont pas fait auront rattrapé le coup et se faciliteront la vie. Parce que c'est ça l'enjeu, à la fin. C'est d'être juste et que ça prenne le moins de temps possible. Juste pour mettre en perspective, les fameux 25%, c'est ce qui arrive en effet en termes de conversion tout à la fin. Sur les prêts plutôt conso, on est plutôt à un taux d'acceptation qui est un peu plus haut. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils ont besoin de demander 10, 20, 30, jusqu'à 75 000 euros, ils ont tendance à partager tout ce qu'ils peuvent pour obtenir le prêt en ce moment. Donc c'est ce qui se passe, mais il y a des taux qui vont aujourd'hui entre 60 et 80% de personnes qui acceptent de partager leur compte, qui en effet est quelque chose un step important en fait. Faut savoir aussi que, pour remettre aussi en perspective, l'Europe a à peu près 2 ans de retard sur l'open banking par rapport à l'Angleterre. L'Angleterre, 70-80% des demandes acceptées de prêts sont faites en open banking. Donc c'est ça en fait qu'on attend et qui va arriver en Europe. C'est que demain, plutôt que de demander du papier, demander des relevés de compte sur un parcours, les gens vont de plus en plus partager leur compte naturellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un consentement, il y a de la sécurité, de la régulation, de la GDPR, on va en reparler. Donc il y a tout ça qui est bien contrôlé et qui permet de le faire. Là, on parle, juste pour faire le lien, on parle d'accès très B2B, B2C ou B2C pour parler de ce marché-là. Nous, notre challenge chez Ponto, il y a cette partie-là qui est très importante, mais il est important aussi de digitaliser les paiements qui sont en B2B. Et notre cible, en fait, nos clients sont des partenaires, des éditeurs logiciels qui vont intégrer nos API, qui vont faire tout cet exercice-là auprès des clients finaux. Est-ce que je peux avoir un petit rebond sur ce que tu viens de dire ? Volontiers. Combien est-ce que nos parents avaient de compte bancaire ? 1. Des fois 2. Combien est-ce que nous, on a de compte bancaire ? Entre 5 et 7 en Europe. Bravo, je n'avais pas l'info. Mais en tout cas, on a une régulation qui va aussi dans ce sens-là. La loi Pacte, dans l'immobilier, impose un compte bancaire dédié aux propriétaires bailleurs à partir de 10 000 euros de revenus locatifs. Partager son compte à soi avec ses infos salariales, ses abonnements, ses vacances au Club Med et tout, bon, il y a des freins et c'est légitime. Mais partager un compte où il n'y a que des loyers et des charges, parce qu'il a été créé pour ça, je pense que ça va là aussi favoriser l'adoption dans la durée. Pardon, merci. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les paiements, parce qu'on a beaucoup parlé, parce que je ne sais pas si c'est bien clair ce qu'on raconte, on a beaucoup parlé d'accès à de la donnée personnelle, hein, les transactions bancaires, la catégorisation, etc. etc. S'il y a quelque chose qui a beaucoup bougé en Europe, aussi bien en termes réglementaires qu'en termes comment dirais-je, de l'industrie en général, c'est les paiements. Et pourquoi les paiements dits en open banking sont intéressants, c'est que ils sont assez directs de compte à compte. Hein, c'est basé sur des virements qui aujourd'hui sont pas instantanés, qui demain vont être instantanés et en prime gratuit par la volonté, l'imposition de la Commission européenne de fin octobre l'année dernière. Et ça, c'est autre chose. C'est pas simplement avoir accès à des données, c'est vraiment faire quelque chose. Et là, il y a des vrais bénéfices en termes de rapidité, peut-être de sécurité, etc. Tu en as évoqué 2 mots. Peut-être tu peux compléter en insistant sur ce volet-là. Et là, j'aimerais bien vous entendre sur ce qu'on peut faire avec ce nouveau moyen de paiement qui est plutôt basé sur le virement, pas sur le débit, ni sur la carte. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de synchronisation de données et de DSP2. Le P de DSP2, c'est paiement. Donc, au départ, ça avait été fait dans ce contexte-là. Tout le monde connaît tout ce qui est SEPA, les direct debits, les débits récurrents, des choses comme ça, par prélèvement. Là, l'open banking, ce que tu viens de dire, Bruno, c'est que
y a plusieurs avantages. Et c'est encore une fois, c'est régulé, c'est standardisé. On est capable de faire des gros mouvements de paiement, soit un par un, soit en bulk, etc. C'est moins cher, c'est plus rapide. Ce n'est pas révocable, comme ça peut l'être sur un paiement SEPA. Donc il y a certains avantages qui sont là, qui vont être pris en compte par vos opérateurs télécoms, tout ce qui est récurrent aujourd'hui, pour justement motiver les utilisateurs à utiliser cette directive de paiement et aller de plus en plus vers les paiements. Le paiement est même utilisé, si on continue sur la partie consumer, bien entendu, sur la partie BNPL, c'est-à-dire tout ce qui est paiement fractionné, on est capable aussi de gérer ça avec une partie d'open banking. Donc même le variable, tout ce qui est récurrent et variable, qui vient notamment de l'Angleterre, va arriver. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver sur les paiements qui vont permettre d'apporter de la flexibilité, l'automatisation, mais surtout une sécurité en fait sur ces paiements, parce que c'est régulé, on va être tenu, nous comme entité régulée, de suivre en fait ces recommandations, que ce soit sur la privacité de la data, comment on la partage, à qui on la partage, etc. Je vais peut-être compléter pour bien comprendre. La PSD2, elle donne grosso modo une couche qui permet à un tiers, à Ponto, à un banking, à d'autres, enfin Bowens maintenant, etc., d'initier un paiement. Autrement dit, d'initier un transfert d'argent de compte à compte qui est effectivement irrévocable. Ce qui est révocable, c'est les prélèvements. Un prélèvement est toujours révocable. Ce qui est en train d'arriver, alors l'Angleterre a fait un pas en avant. Au niveau de l'Europe, le European Payment Council, le comité européen des paiements, qui définit les schemes, donc la manière de fonctionner au niveau des écosystèmes concernés, donc les banques, les acteurs de paiement d'une manière générale, a sorti un nouveau scheme là, qui est sorti en novembre l'année dernière, et la souscription à ce scheme par les différents acteurs, les banques et autres, sera ouverte en juin cette année, qui permet de faire du paiement variable, du paiement récurrent d'abord, du paiement récurrent variable, donc pouvoir changer les montants, pouvoir aussi changer les dates, bon, évidemment du paiement différé, mais beaucoup plus intéressant, il va permettre d'offrir des services de disponibilité de fonds, de garantie de disponibilité de fonds, et il va permettre aussi les remboursements. Autrement dit, ce schéma, ce scheme, comme on dit, donc la façon de travailler pour traiter tout ça, apporte énormément d'outils et de services qui font que il n'y a plus besoin de passer par un tiers et par un schéma beaucoup plus compliqué qui intègre des acteurs tiers qui sont les cartes. C'est beaucoup plus direct, il y a plus de fiabilité. Et moins cher. En prime, c'est moins cher. En prime, c'est moins cher, mais en plus, c'est plus sûr. Et donc, bon, au-delà de ça, c'est un peu la technique, hein, c'est qu'est-ce qu'on va avoir au bout de la prise dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, moi, j'ai l'impression, mais ça, c'est peut-être à toi, Christophe, de nous dire, j'ai l'impression que quand on est en train de gérer son bien, quand tu parlais de nouveaux moyens de paiement, enfin d'utiliser l'open banking, moi, j'ai envie de dire, c'est l'open finance qui va vraiment faire exploser le truc, et en particulier ce scheme-là, non? Alors, non. Non, parce que déjà, demander à un client l'autorisation qu'on aille lire toutes ces transactions, il est là, 2 minutes, hein, il y a un 2 aussi dans DSP2, 2 minutes, je regarde. Et ensuite, on doit bien leur préciser que, promis, on ne peut pas, dans notre schéma à nous de l'agrégation, initier de transaction. Ouf, alors je veux bien. Ça nous prendra encore un petit peu de temps, à mon avis, de pouvoir dériver des use cases pertinents et rassurants. Parce que je pense qu'il faut parler de réassurance quand on parle de connexion bancaire et de données, et surtout de l'argent des gens. Parce que jusque-là, on a parlé de l'information sur les gens. Je pense que c'est notre point commun à tous les trois. On va chercher, on apporte, on amène, on traite de l'information sur les gens qui permet de prendre des décisions plus vite et d'être efficace. Quand il s'agit d'aller leur prendre de l'argent, ou de leur en apporter, hein, parce que ça sera le schéma inverse, il faudra encore un petit peu de temps. On voit d'ici, sur la partie location, effectivement, au même moment où on envoie une quittance, on peut dire, tiens, la quittance est valide, dès que ce QR code est activé, qui reprend un paiement immédiat et irrévocable. Là, il y a plein d'use cases hyper pertinents, hyper intelligents, mais qui ont encore besoin de s'installer, à mon avis, dans les mœurs des utilisateurs.
Juste pour rebondir là-dessus, c'est pour ça que j'ai introduit tout à l'heure que le vrai challenge aujourd'hui dans le monde des paiements, c'est la digitalisation des paiements B2B, où là, en fait, on n'a pas ces problématiques-là. Elles sont différentes, déjà. Souvent, beaucoup moins chères que ce qui existe aujourd'hui en termes de paiement B2B, d'ailleurs, dans le CEPA, qui est relativement cher. Mais justement, on essaye de digitaliser un maximum cette partie-là sur le B2B, parce qu'en effet, sur le B2C, c'est en train d'arriver, mais voilà, ça va arriver, quoi. Il faut aller à leur rythme, plus qu'au nôtre. J'ai Moi, sur le l'impression... B2C, pardon. Je vois les intérêts, c'est surtout, par exemple, pour le particulier, de ne pas saisir des RIB qui vont servir qu'une fois. Par exemple, on perd du temps. Typiquement, quand on va chez le notaire, on veut faire un virement. Si on clique sur le lien et si ce virement se fait, c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, après, il y a aussi le traitement des mails. C'est-à-dire que moi, j'envoie un mail avec une pièce jointe, avec un lien de paiement. Comment va être interprété les spammers qu'il y a derrière? Est-ce que mon mail ne va pas passer dans le spam parce qu'il y a un lien? Il y a le côté suspicion, mais ça va bien évidemment passer par le B2B en premier lieu. Moi, j'ai envie de... Si on va un cran plus loin, alors là, moi, j'ai bien compris que là, vu de votre fenêtre au niveau applicatif, là, aller jusqu'au paiement tout de suite, il va se passer un petit peu de temps. C'est peut-être, voilà, il faut apprivoiser, en tout cas, éduquer ou montrer l'intérêt pour le client final de passer par ces moyens-là, sachant que le petit espoir, c'est quand on travaille en B2B, donc par exemple avec les comptables, les cabinets de comptables, voir les solutions qui intègrent directement les connexions, là, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Moi, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit, Ricardo, tout à l'heure. Tu as parlé de comment dirais-je, de récupérer les déclarations d'impôts, les avis d'imposition, etc. Là, on n'est ni dans l'open banking, ni dans l'open finance, on est dans l'open économie. Donc, est-ce que aujourd'hui, dans toi, ce que tu vois, alors au-delà de l'open banking, déjà dans l'open finance, est-ce que tu vois d'autres limitations? Parce que la vraie question qui se pose quand on parle d'open et quand on met les clients au centre, c'est qu'on se rend compte que sur une problématique client de données, client final, eh ben, la partie open banking ou open finance, c'est qu'une petite partie du sujet, et souvent qui n'a pas de valeur si elle n'est pas couplée avec autre chose. Enfin, c'est exactement ce que tu disais. On récupère des trucs, on croise entre ce qui a été déclaré et ce qu'on trouve sur le compte bancaire, et donc on peut en déduire un certain nombre de choses. Sauf que si on n'a pas le lien et avec le GDPR associé, avec une régulation qui permet de faire ça pour des acteurs qui auront droit de faire ce genre de choses. Enfin, comment ça se passe? Comment tu vois les choses là, de ce côté-là de l'écosystème? Les limitations, ça va être aussi tout ce qui est milieu intermédiaire. C'est-à-dire que d'un côté, on a une technologie qui permet de faire certaines choses, et après, il faut les envoyer. Par exemple, moi, je récupère des informations, je les analyse, je les catégorise, je les analyse, mais après, comment c'est envoyé en banque? Le but, c'est que la banque ne fasse pas le même travail. Et c'est aussi parce que si on demande à un utilisateur de connecter ses comptes chez Kilt, et après, si la banque va demander les mêmes choses, bah, c'est deux fois le travail. Et puis, c'est pas les mêmes données, puisqu'il y a 2-3 jours d'intervalle qui sont étudiés. Donc, c'est comment on fait passer les informations d'un intermédiaire à un intermédiaire. C'est aussi, après c'est culturel, hein, puisqu'on est, on est dans un pays où il y a beaucoup de choses qui sont fermées, mais en même temps ça protège. Dans d'autres pays, il y a le fichier positif qui permet de partager certaines données. Nous, on est plus sur un fichier négatif, c'est-à-dire qu'on sait quand le client est fiché. D'ailleurs, la loi Hamon revient assez souvent là-dessus, mais il y a toujours le problème de protection des données. Il y a aussi, par exemple, le métier de courtier, que dans d'autres pays, il va carrément vendre le bien. Nous, on a l'agent immobilier, le courtier, la finance, le financier. Et donc ça, c'est très segmenté. Et c'est vraiment de voir comment on peut tous travailler ensemble pour que ça aille beaucoup plus vite et que ça soit beaucoup plus sûr pour les particuliers et les professionnels. Tu as un point de vue, Christophe, là-dessus? Toujours.
On a une autre limite qu'on voit, c'est les attentes des services fiscaux. Quand vous avez un transfert d'argent d'un compte particulier vers EDF, qui s'appelle EDF, de 271 €, et qu'on le catégorise automatiquement en tant qu'énergie, est-ce qu'il faut vraiment ajouter un justificatif ou est-ce que ça suffit pas? Donc nous, on pense que ça suffit. Et donc, on arrête de demander à nos clients d'ajouter les justificatifs qui effectivement montrent que c'est bien une facture EDF. Il y a un virement de chez vous à EDF d'un montant d'EDF qui à un moment sera vérifiable s'il le faut. Ok, on arrête les justificatifs. Donc là, on parle du data lineage et de l'auditabilité de ce qu'on fait. Et l'open banking, nous sert aussi de golden source. On a un compte, on a une banque qui est quand même tiers de confiance, quand même, intrinsèquement. Et derrière, cet élément, cette posture de la banque nous permet justement de pouvoir se passer de ces aspects justificatifs. Et ça change énormément les parcours. Parce que le métier d'un comptable jusque-là, c'est quand même d'aller chercher les justificatifs. Ça prend 11 mois de l'année et le 12e, il travaille. Bon, changeons un peu de paradigme, aidons cette profession en s'allégeant un petit peu de toute cette contrainte qui aujourd'hui paraît un petit peu désuète sur la traçabilité qu'on arrive à mettre en place grâce à l'open banking. Si on le fait manuellement, c'est qu'on aime bien s'embêter. Donc là, profitons-en, ajoutons la justificatif. Tu veux ajouter quelque chose, François? Quelques soucis d'interopérabilité peut-être sur l'open banking, les limitations. Alors nous, on est full DSP2, donc on fait, j'utilisais un terme, on fait pas de scrapping sur les comptes. On en parlait tout à l'heure. Les services de compliance des banques en général, ou n'aiment pas quand on fait un truc manuel, on va chercher faire du web scrapping pour récupérer les informations à la main. Donc c'est vrai que il y a toujours deux choix. Nous, on a fait le choix de faire que de l'API standard DSP2. On fait confiance aux différentes API des banques pour les informations. Donc ça, je dirais, c'est le premier niveau. Ensuite, quand on va connecter les comptes, bien entendu, il y a des identifiants, des mots de passe. Bon, on est limité à la capacité des mots de passe et des identifiants, bien entendu. Mais c'est très régulé en fait en termes de contenu, et on ne peut pas faire ce que l'on veut, on ne peut pas partager les informations à qui on veut, donc il y a tout un process qui est bien défini. Donc oui, c'est sécurisé au niveau du partage d'informations, et oui, on a une attention très très particulière à cette privacité de ces data, parce que ça reste quand même de la data bancaire. Oui, je pense que tu as raison d'insister sur ce plan. Aujourd'hui, il reste un certain nombre de problèmes enfin, les tiers. Je pense que tu dis un truc important, peut-être. Il faut revenir en arrière, puisque tout le monde ne connaît pas bien la DSP2, mais les tiers qui sont habilités à aller chercher des données de compte, ou alors à initier des paiements, ou à faire d'autres choses quand on va dans l'open finance, ils assument une réelle responsabilité. D'ailleurs, ils doivent avoir une assurance professionnelle particulière pour effectivement garantir ce qu'ils font et protéger le citoyen. Donc c'est tout ça qu'il y a derrière ce que François vient de dire. Donc quelque part, alors il faut que ça se sache, bien sûr, de telle sorte à ce que la confiance que chacun d'entre nous accorde à la banque ou aux banques qu'ils ont choisies aille aussi jusqu'aux tiers qui ont finalement montré patte blanche auprès du régulateur. Pour la petite histoire, on n'a pas ça aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus individualiste, et donc c'est une relation plutôt one-one. Il n'y a pas de couverture de l'État par une réglementation. À la limite, la réglementation, elle est juste là pour couvrir le provider de services, pour pouvoir proposer des nouveaux services basés sur l'usage des données personnelles. Et basta, avec tous les problèmes et les comment dirais-je, les accusations qui sont faites par les uns et par les autres, il y en a toujours un petit peu en permanence. D'ailleurs, l'open banking qui est quand même né là-bas, c'est pas développé. Je ne sais plus qui disait, c'est peut-être toi qui disais que l'open banking en Angleterre avait 2 ans d'avance par rapport à l'Europe. Elle a 2 ans d'avance parce que
dans l'open banking, ils l'ont implémenté non seulement en mettant en place une réglementation, non seulement en définissant un standard, mais en mettant en place un opérateur pour faire le job. Donc en fait, les problèmes qu'on a dans l'Europe continentale avec nos 28 pays, ils sont liés aux différentes implémentations ou interprétations de la DSP2, et sans forcément que le régulateur et les autorités nationales, la CPE en France, aient les moyens de réellement punir. Enfin, il n'y a même pas d'amende prévue dans la non-implémentation ou mauvaise implémentation de la DSP2. Aujourd'hui, l'Association européenne des TPP, TPP ça veut dire Third Party Providers, elle a relevé plus de 400 défauts récurrents entre ce que font les banques en Europe et ce qui doit être fait selon la réglementation. Donc ces 400 erreurs, enfin problèmes, sont récurrents, limitent les activités qu'on peut encore développer, limitent aussi les cas d'usage, mais elles sont là, c'est accessible. Vous pouvez aller sur le site de l'ETPPA pour aller voir. Il y en a 400. Et juste pour rebondir là-dessus et faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, la France est tellement protégée en termes de data, sur la privatisation de data, le crédit de bureau n'existe pas en France, alors qu'il existe partout, et on doit être à peu près le seul pays avec la Corée du Nord et le Panama, quoi, à pas avoir de crédit de bureau. J'exagère un petit peu, mais je suis pas loin, je pense. Mais pour rebondir, il y a une chose qu'on fait en Europe et que font pas les Anglais et les autres, c'est la capacité d'avoir une identité personnelle. Vous savez, chacun d'entre nous, on a une carte d'identité. Vous êtes aux États-Unis, vous avez droit à avoir une identité si vous conduisez, si vous avez une voiture, donc vous avez un permis de conduire, ou si vous voyagez, donc si vous avez un passeport. Si vous n'avez pas ça, vous êtes mal, vous êtes pas vraiment, vous n'avez pas vraiment d'identité. Alors si vous avez la chance d'avoir un Apple, maintenant vous avez l'identité Apple, c'est top. Ou si on va en prison aussi. Hein? Ou si on va en prison. Oui, donc voilà, il y a un petit problème d'inclusion. En Angleterre, on a à peu près le même problème parce qu'il y a une aversion du monde anglo-saxon à l'identité et aux cartes d'identité, ce qu'on n'a pas en Europe. En Europe, je vous disais, en 2023, il va se passer des tas de choses. En Europe, il y a le Digital ID Wallet qui va sortir. Il y a des initiatives, des pilotes qui ont été désignés par la communauté européenne qui vont permettre d'utiliser tous les investissements qu'on a fait depuis 15 ans sur l'identité. Bon, on parlait des impôts. Il y a un premier truc qui s'appelle France Connect, que tout le monde connaît parce que chacun d'entre nous, 99% des gens payent des impôts ici. Donc, voilà. Donc, et c'est la conjonction de tout ça qui va faire que l'Europe a des chances d'être peut-être moins en avance sur l'open banking, mais beaucoup plus rapide sur le digital finance globalement. Voilà. Non, au niveau des limites ou des use cases que vous voyez, vous voulez ajouter quelque chose les uns ou les autres? Moi, je pense que c'est le début aujourd'hui. Depuis 2 ans, il se passe des choses, il se passe des use cases. Il y a beaucoup de réflexion dans la French Tech, dans la FinTech française. Si je pense un des moteurs les plus dynamiques aujourd'hui de l'économie, on est au début. Il faut derrière faire pénétrer, rendre visible tous ces cas d'usage qui derrière vont créer du volume, créer de la confiance et créer des nouveaux standards. Et visons que ces standards simplifient la vie à la fois des particuliers, mais aussi des entreprises. Et la confiance, ça c'est important. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont se faire. Aujourd'hui, on en est à contrôler pour savoir si effectivement ce que nous disent les clients est réel. Demain, ça sera plus anticiper et l'aider à mieux gérer. Donc l'éducation financière, ce genre de choses, c'est OK, on a des données, mais maintenant, on va pouvoir t'accompagner aussi par la suite. Moi, je le vois vraiment comme ça. Quelqu'un qui vient d'être propriétaire et qui commence à faire certaines dépenses dans des magasins de bricolage, ce genre de choses, ça peut être des alertes de dire « Attends, là, tu risques de se faire endetter. On va te proposer d'autres solutions qui permettent de faire tes travaux différemment, par exemple, et de le faire plus intelligemment que faire et refaire et refaire. » Donc, c'est vraiment des outils qui, dans le futur, pour moi, vont servir vraiment à désendetter plutôt qu'à endetter les particuliers. Non, pas grand-chose. Je pense que je vais te laisser à la conclusion, mais c'est vrai que la partie open banking, open finance,
embedded finance. On a utilisé plein de termes, je suis vraiment désolé, pendant cette session. Donc, bon, dispo après, pendant le cocktail, pour répondre à vos questions aussi, je pense. Donc, je te laisse conclure. Merci. Non, je pense qu'effectivement, enfin, l'open banking, alors, malgré tous nos efforts, on a effectivement, tu as raison de le souligner, utilisé pas mal d'acronymes. Nous en voulons pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, enfin, le simple fait qu'on soit ici à discuter dans le cadre du real estate, enfin, de l'immobilier, d'open banking, ça montre bien le virage qui a été pris en 2022 sur la maturité de l'open banking et de l'open finance en Europe. Moi, je voudrais ajouter une petite chose. Chez Sopra, on fait un benchmark tous les ans sur la maturité digitale des banques et puis les attentes des clients. Fin 2022, le résultat montre que, alors que c'était absolument pas le cas en 2021, 75% des banques dans le monde sont prêtes à travailler de façon collaborative avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. C'est les 3/4. Alors peut-être en France c'est un petit peu moins, il faudra que je regarde, mais il y a un mouvement, il y a eu un changement, une inflexion totale qui s'est déroulée en 2022. Et là, je pense que, encore une fois, le fait qu'on soit là démontre ça. Les discussions qu'on a, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, l'open finance et le fait de travailler au niveau de l'écosystème, même l'ouverture qu'ont l'ensemble des acteurs à travailler ensemble pour travailler les cas d'usage et pas considérer que chacun doit avoir son petit cas d'usage pour être ensemble et pour vraiment collaborer, ça veut dire que le monde économique est prêt à partager des chaînes de valeur, voire à redispatcher des chaînes de valeur qui étaient aujourd'hui intégrées soit dans des banques, soit dans des établissements financiers, soit encore autre chose. En tout cas, en 2023, c'est de ça dont on va parler. Plutôt des changements comment dirais-je, de propositions de valeur business des acteurs, sachant que les moyens technologiques, ils sont là, ils fonctionnent déjà, ils ne sont pas complètement utilisés, 25% versus le papier. Hein. J'entends d'autres fintechs qui diraient qu'on préfère faire du scan et de faire de l'OCR sur les relevés de compte bancaires plutôt que d'utiliser l'accès direct au compte. Ça va changer très très vite. Donc voilà, si ça peut apporter à vous qui êtes dans l'immobilier plus de services et plus comment dirais-je, de capacité dans vos métiers, et ben c'est tant mieux. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire. Merci beaucoup.